Bonjour à tous sur le stand Midcap Forum. On continue nos débats avec, on en est déjà à l'idée fausse numéro 13. On espère qu'elle va nous porter chance, cette idée fausse numéro 13. Elle s'appelle donc l'intitulé Investir sur les valeurs moyennes est compliqué. On parle de stock picking, de gestion value. On va en parler avec nos deux invités. Sylvie Aubert qui est grand reporter chez Investir. Bonjour. Bonjour. Et puis à mes côtés également Jean-Noël Roffian qui est gérant lui chez Échiquier Quatuor, donc c'est le fonds Échiquier Quatuor et à la financière de l'Échiquier. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors peut-être Jean-Noël pour commencer, quand on parle du fait que c'est compliqué d'investir sur les valeurs moyennes, votre première réaction, vous financière de l'Échiquier, vous faites ça tous les jours. Ah oui, c'est vraiment la marque de fabrique de Financière de l'Échiquier d'investir sur les valeurs moyennes. C'est notre domaine de prédilection. Mais quelques remarques générales. Effectivement, on a l'impression que c'est compliqué d'investir sur des valeurs moyennes. Il y a une diversité considérable de l'univers des valeurs moyennes. 600 en France, plus de 3000 en Europe. Donc c'est un univers qui a une certaine complexité. Ce sont forcément des sociétés moins médiatiques que les grandes valeurs du CAC 40. Donc ce sont des éléments à appréhender. Évidemment, il y a la problématique de la liquidité, en particulier pour des sociétés de gestion professionnelle. Mais j'essaierai de revenir après sur les facteurs qui me laissent penser que finalement, investir sur les valeurs moyennes est quand même tout à fait prometteur et tout à fait possible, y compris pour les investisseurs particuliers. Sylvie Aubert, comment on aborde justement ce segment-là qui paraît donc compliqué, comme l'idée fausse en tout cas est là? Alors nous, en tant que journalistes, on essaie tout simplement de se mettre dans la peau d'un actionnaire individuel qui va se dire comment je vais faire pour acheter une valeur moyenne. Alors nous, on est là, pour faire des enquêtes et puis pour interroger les gestionnaires d'abord et puis aussi pour voir si les sociétés sont intéressantes. Donc, aller interviewer un directeur financier, suivre les comptes. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait sur le terrain. Et puis, enfin, on se met dans la peau de celui qui va acheter. C'est pas plus compliqué à sa banque de passer un ordre sur une valeur moyenne. Vous donnez le nombre d'actions que vous voulez. Vous en 2 clics sur Internet, c'est extrêmement facile, c'est aussi facile que sur les grosses valeurs du CAC 40. Il n'y a aucune différence entre aller acheter chez son banquier et sur Internet une valeur moyenne et une grande valeur. Est-ce que vous distinguez justement quand on parle de gestion value, d'autres gestions, donc quand il y a des valeurs qui sont sous-évaluées et qui paraissent sous-évaluées en tout cas aux yeux des investisseurs? Bien sûr, c'est notre valeur ajoutée. Quand on veut vraiment avoir de la performance, quand on veut vraiment avoir une valeur ajoutée dans le journal, c'est sur les valeurs moyennes que ça va se faire. C'est pas sur les grosses. Je veux dire, Investir qui donne un conseil d'achat sur Total va pas faire décaler les cours. En revanche, quand on va aller dénicher, on va avoir un rendez-vous avec un directeur financier sur une valeur moyenne. On va aller lui faire raconter son aventure. On va trouver qu'elle est extraordinaire, qu'elle est intéressante, que la société est bien gérée, que les comptes, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle donne du dividende, qu'elle a un bilan solide. On va raconter cette histoire, on va faire rêver les gens et donc on va avoir un conseil d'achat et on va la suivre bien sûr derrière. Et puis si le cours monte, c'est beaucoup de satisfaction et souvent le cours monte bien plus que sur les valeurs, les grandes valeurs. Vous ne me contredirez pas, je suis sûre. Mais par exemple pour simplifier, on a fait une petite enquête cette semaine sur les valeurs moyennes dans Investir. Sur les 10 dernières années, 8 fois sur 10, elles ont fait mieux que le CAC 40. Déjà, 1. Et 2, les performances sont souvent nettement meilleures. Pourquoi ? Parce que les bénéfices montent plus vite. Elles sont plus réactives. Donc, on va donner des tas d'avantages sur les valeurs moyennes. Mais c'est vrai que, franchement, ça vaut le coup de regarder les belles valeurs moyennes. Jean-Noël, justement, pour les investisseurs qui sont là, comment on aborde ce segment? Je disais, compliqué, c'est pas forcément le cas, mais comment vous abordez ce segment? Vous allez étudier et puis ensuite faire un tri quelque part dans toutes ces valeurs? Alors de façon tout à fait concrète chez Financière de l'Échiquier, nous avons accès à plusieurs outils pour repérer les valeurs qui ont été oubliées, les valeurs qui sont particulièrement décotées, celles qui offrent un potentiel important. Le premier axe, c'est de rencontrer un maximum d'entreprises, un petit peu de la même façon que Sylvie l'a évoqué, mais il faut savoir que se déplacent dans nos locaux 3, 4, 5 entreprises par jour,
que nous rencontrons avec des interlocuteurs de très grande qualité. Nous assistons également à des séminaires en France ou à l'étranger qui nous permettent de rencontrer en une journée 5, 6, 7, voire 8 sociétés différentes. Et enfin, nous faisons évidemment des tris statistiques sur des diverses bases de données, en particulier sur la base de données développée en interne par Financière de l'Échiquier. Et ces tris nous permettent de mettre en lumière des valeurs qui ont été oubliées, qui sont sous le radar, et des valeurs qui, à ce moment précis, ont un intérêt pour notre gestion. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots pour les gens qui nous suivent entre ce que c'est que le stock picking, une expression anglo-saxonne connue des boursiers, et la gestion value? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 notions? Ouais. Alors, le stock picking, c'est une notion qui est connue depuis bien un bon nombre d'années. Il s'agit de ne pas regarder la cote, l'ensemble des entreprises cotées par secteur par rapport à un indice de référence, mais bien plutôt d'aller trouver au sein de ce vivier d'entreprises, les entreprises qui nous semblent les plus intéressantes selon un certain nombre de matrices qui sont appropriées à la gestion que vous souhaitez donner à votre fonds. Donc ça, c'est le premier aspect. Sur le deuxième aspect, qui est la gestion value, qui est ma spécialité, la gestion value implique de trouver des entreprises qui ont des ratios de valorisation qui sont peu élevés, qu'on regarde la plupart du temps en multiples de fonds propres. Et donc moi, dans ma gestion, je souhaite acheter des entreprises qui se traitent avec une décote sur la valeur de leurs fonds propres ou la valeur de leurs capitaux employés, et des sociétés qui offrent un potentiel de retournement. Donc des sociétés qui ont souvent une difficulté à court terme, mais qui offrent un grand potentiel boursier, dans la mesure où nous pensons que cette difficulté va être résolue et va se traduire par une appréciation importante du titre. Alors dans on va dire le pire de la crise, certains disaient que toute la cote était une cote value quelque part, c'est-à-dire qu'elle était tellement déprimée qu'on aurait pu tout acheter si on avait les moyens, bien entendu. Comment fait le gérant dans ces périodes-là? Parce que là, on pourrait dire il y en a des opportunités. Quand une société vaut une fois un mois de chiffre d'affaires au pire de la crise, c'est tentant. Oui, évidemment, c'est tentant, mais on est obligé, quand on est gérant de fonds, de faire attention à la liquidité, de faire attention à savoir si vous, nos clients, allez nous confier des fonds ou alors au contraire, allez prendre peur et allez retirer les fonds. Donc on s'attache, même dans ces périodes de cours extrêmement attractifs, à être sélectif, à toujours ménager une liquidité importante dans les fonds dont nous assurons la gestion, de manière à n'être jamais pris en défaut par des rachats potentiels. Et c'est, je pense, une bonne discipline de gestion. Donc on s'oriente uniquement vers les opportunités les plus attractives dans ces marchés très difficiles. Sylvie. Alors justement, dans la discipline de gestion, les disciplines de gestion des gérants, ils sont extraordinaires. Ils ont un professionnalisme fou. Mais nous, quand on est simplement, quand on n'achète pas des fonds, qu'on est devant toutes ces valeurs, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on vend? Alors moi, j'avais pris l'habitude au bout d'un moment, parce que j'aime bien quand même la bourse, depuis le temps, ça fait 20 ans que je fais de la bourse, même pour moi, d'avoir un petit réflexe, et je vous le donne, vous devez le connaître, c'est le réflexe des 30%. C'est un petit réflexe très simple, de bon sens. Quand on a une valeur et qu'on a déjà gagné 30% dessus, que ce soit une valeur moyenne, ça va vous arriver beaucoup plus vite qu'avec les grandes parfois, parce qu'elles sont plus réactives, elles montent plus vite. Mais si vous perdez 30%, vous allégez. Donc en gain, plus 30%, on s'allège, en baisse, moins de 30%, on s'allège aussi. C'est compliqué de vendre, surtout quand on est un petit porteur. On aime ces valeurs, on aime les histoires, on se dit ça a baissé, mais si ça se trouve, ça va remonter derrière. Et quelquefois non, quelquefois ça va de mal en pis, et on est bien content d'avoir vendu à temps. Donc c'est des petits trucs que je voulais vous donner au passage. Alors parfois, on pourrait dire que les 30% ou les 20%, ils se font en une journée. Quand un titre, il n'y a pas longtemps, il y a Ubisoft qui a perdu 20%, c'est impressionnant quand même en une seule journée. Oui, c'est vrai. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à vendre et à attendre un petit peu parce que c'est toujours la règle du couteau. Quand on le lâche, bien le couteau il continue de descendre. Donc quelquefois par prudence, quelquefois il vaut mieux vendre. Donc c'est difficile de se couper un bras. Oui, c'est pas facile effectivement. On a plus tendance. Mais les gérants le font extrêmement bien. C'est pour ça que d'une certaine façon ils ont l'art de prendre des bénéfices au bon moment avec des objectifs de cours très précis. Comment ça se passe justement, Jean-Noël, sur la valorisation? C'est un peu la question qu'on se pose en ce moment, c'est-à-dire qu'on a vu quand même une année assez spéciale. On a eu une année 2009 également pas évidente. Comment ça se passe, je dirais, en termes de valorisation? Le marché est pas cher. Est-ce qu'on peut l'évaluer dans cette sortie de crise pas très nette?
Bon, après vous avoir dit que j'étais un stock picker, je ne vais pas vous faire des remarques sur le marché, donc je m'en abstiendrai de savoir s'il est cher ou pas cher. Par contre, je peux vous dire un petit peu comment ça se passe chez Financière de l'Échiquier. Après cette phase de rencontre avec l'entreprise, avec le management qui est nécessaire avant l'investissement, ce que nous faisons, c'est que nous développons un modèle financier relativement complexe qui a vocation à modéliser les prévisions de résultats que nous pouvons avoir pour cette société cible. Nous calculons une valorisation selon différentes méthodologies, avec la plupart du temps une actualisation des flux des cash flows libres, et puis avec d'autres types d'approches. Et une fois que nous avons fait cette phase, nous investissons si nous avons un potentiel qui est au moins de 50%. Alors moi j'ai une approche un tout petit peu différente, c'est que nous avons un objectif que nous définissons de façon aussi sérieuse que possible, et nous essayons d'aller jusqu'à cet objectif. Quand nous sommes à cet objectif, nous vendons tout. Nous ne restons pas. Par contre, si le titre baisse après l'achat, nous sommes amenés parfois à nous renforcer sur les titres, ce qu'on appelle moyenner à la baisse. Moi, je me suis donné comme objectif dans la gestion du fonds Échiquier Quatuor de ne moyenner à la baisse qu'une fois, parce qu'il ne faut pas se laisser entraîner par l'émotion. Et si vous moyennez à la baisse 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous n'êtes plus vraiment maître de vos réflexions et vous avez tendance à vous enferrer, à vouloir vous battre contre le marché, et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. J'espère que les personnes qui sont là ont pris des notes. Voilà, plein de petits trucs pour bien gérer, c'est ça. Alors on dit donc l'idée fausse, c'est que c'est compliqué, ça paraît pas si compliqué que ça. Quel est l'avantage justement de ces valeurs? Quel est un des avantages que vous mettriez en avant vous sur ces valeurs moyennes justement? Les valeurs moyennes sont beaucoup plus simples que les multinationales. Je pense que c'est vraiment l'idée force. C'est une idée qui est simple, mais qui n'est pas simpliste à mon avis. Quand on regarde, je vous donne un petit exemple, c'est la société Saint-Gobain. La société Saint-Gobain a des dizaines de métiers différents. Elle a 1200 filiales. C'est une société qui fait 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 192 000 salariés. Qui peut vraiment analyser ce type d'entreprise? C'est excessivement difficile. Par contre, nous, pour la gestion d'Échiquier Quatuor, nous avons acheté une société qui est concurrente de Saint-Gobain, qui est la société suisse Vetropack. C'est une société qui est spécialisée uniquement dans l'emballage en verre, dans les bouteilles de verre, pour être simple, qui est présente uniquement en Europe centrale, qui a 3000 salariés, qui fait 500 millions d'euros de ventes, qui a 12 filiales opérationnelles, une société tout à fait simple, qu'on peut appréhender facilement et dont on peut faire la valorisation dans de bonnes conditions. Ça veut dire que vous diriez aux particuliers, effectivement, et Sylvie Aubert pourra aussi peut-être ajouter qu'il faut d'abord comprendre ce que fait l'entreprise, bien comprendre son activité avant même de se décider. Ça, c'est les meilleurs gérants du monde qui vous le disent ça. Hein. Qui peut acheter une entreprise sans la comprendre? C'est arrivé. Il y a des fois des investisseurs qui ont acheté, qui ont demandé ensuite aux journalistes que fait cette entreprise. Oui, et quand on ne comprend pas ce qu'elle fait, en général, enfin moi personnellement, si je ne comprends pas ce que fait l'entreprise, je n'achète pas. Hein. Je pense que vous devriez faire pareil. Mais j'ai aussi des tas d'exemples pareils dans le pétrole que je suis particulièrement. Un autre exemple, c'est que Total ne fait rien depuis des années. Il faudrait même faire un article pourquoi Total ne fait rien en bourse depuis longtemps. En revanche, des sociétés comme Ruby, qui vient encore de faire une splendide acquisition vendredi, qui est dans une niche de marché. On comprend très très bien ce qu'ils font. C'est une société en commandite, donc les gens sont responsables sur leurs biens propres des dettes de la société, qui est extrêmement bien gérée. Et à partir de là, si elle donne des bons dividendes, ce qui est le cas, si elle a un bilan solide, ce qui est le cas, et s'il y a des bons fondamentaux et des belles perspectives de niche, ben voilà. On a parlé des stockages de produits pétroliers. Hein, voilà. Pour être concret récemment, je pense que tous ceux qui sont ici ont entendu parler, mais pas de Ruby pour le coup, qui est notamment spécialiste de ça. Alors, autre élément peut-être en faveur de ces valeurs moyennes que vous voudriez mettre en avant? L'autre élément, c'est l'accès au management, c'est-à-dire que quand vous appréhendez pour des sociétés de gestion de portefeuille, quand vous appréhendez une grande valeur, une multinationale, votre interlocuteur, la plupart du temps, c'est le responsable des relations investisseurs, quelqu'un qui fait souvent très bien son travail, mais qui n'est pas aux prises directes avec la gestion de l'entreprise. En matière de valeur moyenne, c'est tout à fait différent. Vous rencontrez soit le directeur général, soit le directeur financier. Donc vous avez quelqu'un qui est directement dans la gestion de l'entreprise, et cette personne vous donne une connaissance et une qualité d'information beaucoup plus riche
que celle qui est véhiculée dans les multinationales, qui est une information, moi, qui me semble très organisée, en fait. On a des spécialistes de la communication dans ces multinationales qui font un package, un discours, excusez-moi pour ce mot anglo-saxon, alors que finalement, une communication beaucoup plus nature dans les valeurs moyennes et qui nous permet, encore une fois, de faire une meilleure analyse. Peut-être quand ça va mal, par exemple, dans la valeur moyenne, on sait pourquoi ça va mal, on a tout de suite l'indication de telle filiale. En plus, ils le disent franchement. Ils le disent franchement, on l'a vu dans la crise. Regardez Manutan, moi j'avais le président qui me disait en ce moment, voilà, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Moi, mon activité, elle est pas bonne. Il est franc. Il va pas vous raconter des histoires. Alors, je vais baisser mes coûts, je vais baisser mes charges. J'ai un plan A, j'ai un plan B. Il vous explique toute sa stratégie. Bon, ok. Il avait le dynamisme pour rebondir et c'est le cas maintenant. Donc, quand on explique bien, ce qu'on appelle chez nous en jargon le track record, quand on a un bon track record, ça veut dire quand on explique bien ce qu'on fait, quand on fait ce qu'on dit, eh bien en général, c'est vrai que c'est beaucoup plus clairement expliqué par les valeurs moyennes que par les très grosses sociétés qui ont souvent un langage très institutionnel. Merci Sylvie, merci Jean-Noël d'avoir été avec nous donc pour cette idée fausse numéro 13 que vous avez largement battue en brèche. Merci à vous tous. Merci.